Je passe la parole à Hélène Timochkine, qui est économiste au cabinet Asterès et qui va nous poser rapidement les enjeux du débat pour laisser ensuite la place aux intervenants. Merci. Voilà, bonjour à tous. Donc, avant d'entrer dans le vif du débat, je voudrais cadrer un peu le sujet et définir les contours de ce qu'on a décidé d'appeler la révolution des schistes. En 2014, les États-Unis sont devenus le premier producteur de gaz et de pétrole au monde. 2 ans plus tard, en mars 2016, ont lieu les premières livraisons de gaz de schiste américain vers le Brésil, vers l'Inde, l'Argentine, la Norvège et encore un mois plus tard, vers le Portugal. Donc, pour répéter ce qui a déjà été dit, qu'on le veuille ou non, qu'on soit pour ou contre la production des gaz et des pétroles de schiste sur notre sol, on sera demain tous, d'une certaine manière, impactés par ce qui est en train de devenir un phénomène planétaire. Avant de commencer, je voudrais faire un petit détour par la définition. Alors, je sais que l'audience est majoritairement composée d'experts, donc je vais être très brève, mais il est important d'insister sur le fait que les gaz et les pétroles de schiste ne sont pas fondamentalement différents des gaz et des pétroles conventionnels. Ils appartiennent tous à la même famille des hydrocarbures, qui sont générés dans ce qu'on appelle une roche-mère, à partir d'une transformation de la matière organique. Ces hydrocarbures ont vocation à migrer vers la surface et ils sont arrêtés dans cette remontée, ils sont piégés dans des réservoirs qui vont donner ensuite des gisements de pétrole et de gaz conventionnels. Mais il arrive aussi que des hydrocarbures restent piégés dans la roche-mère et schématiquement, en fonction de la profondeur de la roche, ce sera soit du pétrole de schiste, soit du gaz de schiste. En soi, les gaz et les pétroles de schiste ne sont pas une découverte nouvelle. La première exploitation commerciale du gaz de schiste a lieu en 1821. Le premier forage horizontal, c'est 1929. Et la première expérience réussie de fracturation hydraulique, c'est 1949. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, en revanche, c'est leur production à échelle industrielle qui a été rendue possible au début des années 2000 aux États-Unis par une conjonction de facteurs favorables, à savoir notamment un prix du baril élevé, la crainte très forte aux États-Unis de voir s'épuiser les réserves de ressources conventionnelles, la volonté aussi de réduire la part de charbon dans le mix énergétique et bien sûr un soutien très fort du gouvernement américain à la recherche et à l'exploitation. Et ce qui a d'abord été un phénomène exclusivement nord-américain est, comme on l'a vu, en train de progressivement devenir un phénomène mondial. Le thème de révolution qu'on a choisi pour ce colloque n'est pas trop fort, puisque avec la production industrielle, à l'échelle industrielle des gaz et des pétroles de schiste, on entre véritablement dans un nouveau paradigme énergétique mondial dont l'idée centrale est qu'à moyen long terme, dans les 100 prochaines années en tout cas, on ne manquera pas de ressources fossiles. Les réserves des pétroles et des gaz non conventionnels sont importantes. Alors, il s'agit évidemment d'estimations, puisqu'en l'absence de forage exploratoire, on ne peut pas en être certain, mais néanmoins, ça permet d'avoir un ordre de grandeur. Donc, les réserves non conventionnelles, dont on considère qu'on peut aujourd'hui les exploiter vu l'état de la technologie, s'élèvent à 1/5 des réserves conventionnelles pour le pétrole, et sont plus importantes que les réserves conventionnelles pour le gaz. Et quand on descend un cran en dessous sur ce petit schéma, pour s'intéresser aux ressources dont on sait qu'elles sont là, mais qu'on ne peut pas extraire aujourd'hui parce que soit on n'a pas la technologie, soit parce que ce n'est pas économiquement rentable, hein, on se rend compte que le potentiel est très très important. Ce qu'il faut retenir de ces chiffres, ce ne sont pas évidemment les chiffres précis, mais c'est que fondamentalement, aujourd'hui, la question pertinente n'est pas combien reste-t-il de pétrole et de gaz à produire, mais bien à quel prix est-ce qu'on va pouvoir produire le pétrole et le gaz qui sont abondamment présents sous nos pieds. Ce nouveau paradigme va avoir des conséquences multidimensionnelles, économiques, géopolitiques, etc. importantes et qui feront l'objet de ce colloque. Mais à titre préliminaire, il faudrait en souligner 3 d'ordre économique, géopolitique et environnemental. Du point de vue économique, cette abondance de ressources est une bonne nouvelle pour une économie mondiale accro aux ressources fossiles. Puisque, comme vous le savez, la croissance économique
est très fortement corrélée à la consommation de ressources fossiles et ce sera encore le cas dans les décennies à venir. En 2014, l'ensemble des ressources fossiles, donc pétrole, charbon et gaz naturel, représentent plus de 80% de la consommation d'énergie primaire dans le monde. En 2040, d'après les projections qui font l'objet d'un consensus, les ressources fossiles représenteront toujours près de 80% du mix énergétique mondial, malgré une progression importante des énergies renouvelables et du nucléaire. Pourquoi? Parce que la demande mondiale d'énergie va continuer d'augmenter sous l'effet de facteurs structurels comme l'accroissement démographique et le développement économique de pays où aujourd'hui des millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Et quand on regarde ce graphique, on s'aperçoit que la demande d'énergie va croître essentiellement, exclusivement même dans les pays émergents, puisque dans les pays développés, on estime qu'on va enfin parvenir à découpler la croissance économique de la consommation d'énergie. D'un point de vue géopolitique, ensuite, les gaz et les pétroles de schiste, on peut dire que c'est aussi une bonne nouvelle pour l'humanité, dans la mesure où les réserves sont beaucoup mieux distribuées dans l'écorce terrestre que les réserves conventionnelles. Alors encore une fois, on aura l'occasion de revenir au cours du débat sur les conséquences géopolitiques dans le détail de cette nouvelle manne énergétique. Mais ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que les ressources non conventionnelles assurent une sécurité énergétique, une sécurité d'approvisionnement accrue tant pour les pays producteurs évidemment que pour les pays consommateurs qui seront en mesure de diversifier leurs sources d'approvisionnement. D'un point de vue environnemental, enfin, les gaz et les pétroles de schiste, a priori, sont une très mauvaise nouvelle pour l'humanité, puisque cette abondance de ressources fossiles réduit évidemment l'incitation économique à transiter vers des systèmes énergétiques plus propres. Néanmoins, cette transition est absolument nécessaire, puisque l'avenir de l'humanité, ce ne sont pas les gaz et les pétroles de schiste, c'est le renouvelable. Mais on ne passera pas en un an, ni même en 10 ans, de 80% d'énergie fossile à 80% d'énergie renouvelable pour les raisons que vous connaissez. Les obstacles technologiques, mais aussi parce que la construction des infrastructures nécessaires au déploiement des renouvelables prend du temps, a un coût, et il faut le rappeler, émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Et à partir de là, on s'est demandé si plutôt que d'opposer systématiquement, comme on a l'habitude de le faire, les schistes et le renouvelable, on ne pouvait pas essayer de coupler les deux, et si les schistes ne pouvaient pas, à certaines conditions, s'ils étaient bien utilisés, c'est-à-dire comme un moyen et non comme une fin en soi, servir d'appui à la transition énergétique. Alors, essentiellement, on a repéré deux axes. Le premier, c'est que toutes les énergies fossiles ne se valent pas, et certaines sont plus polluantes que d'autres. Et lorsque le gaz naturel remplace le charbon dans la production d'électricité et comme énergie complémentaire en renouvelable, on obtient des mix énergétiques nettement moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et pour rappel, le charbon représente aujourd'hui 50% de la production mondiale d'électricité. Deuxièmement, l'abondance des hydrocarbures et la baisse probable de leur prix donne des marges de manœuvre à une action politique volontariste, et je pense évidemment à la fiscalité, à la taxe carbone et à toute autre taxe imaginable, dont le produit pourrait venir financer la transition énergétique. Donc au fond, la question est de savoir si les gaz à pétrole de schiste ne sont pas une sorte de sursis donné à l'humanité, une opportunité pour lui permettre de réaliser une transition énergétique à moindre coût. Et pour terminer, je voudrais faire une ouverture sur l'Europe. La première question, c'est celle de savoir quel est l'échelon pertinent pour cette action politique volontariste dont je parlais. Est-ce que c'est l'échelon national ou est-ce que c'est l'échelon européen, au niveau de l'Union européenne? Alors, étant donné la diversité des mix énergétiques selon les pays, on serait tenté de penser que l'échelon national est le plus pertinent, dans la mesure où chaque pays fait face à une contrainte énergétique différente. Mais d'un autre côté, est-ce que cette diversité de mix énergétiques ne peut-elle pas être source de complémentarité dans la définition d'une politique énergétique commune à l'échelle de l'Union européenne? Est-ce qu'une telle politique est possible et si oui, à quelles conditions? Et dernière question, à une époque où on reproche aux politiques de manquer de vision à long terme, de ne pas être porteur d'un projet fédérateur, un projet qui rassemble, est-ce que justement la définition d'une politique énergétique commune ne peut-elle pas servir de projet fédérateur pour permettre à l'Europe de
prendre le lead sur la scène internationale et montrer la voie d'une transition énergétique réussie. Merci Hélène, merci d'avoir posé les enjeux.